grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La protection des enfants en période d'insécurité, c'est le thème du grand dialogue de ce mardi. Pourquoi ce choix? Parce que le Mali traverse une situation très préoccupante en termes de sécurité. Des attaques djihadistes sont signalées dans différentes parties du pays. Qui dit djihadiste dit intégristes, des gens qui n'hésitent pas à faire recours aux enfants dans certains pays de la sous-région pour accomplir leur forfait. Face à une telle situation, le Mali ne court-il pas de risques, surtout qu'on sait que les enfants sont très mobiles ici. Cette mobilité ne comporte-t-elle pas en soi des risques? Aujourd'hui, ce sont là quelques-unes des questions que plus d'un Malien se pose. Alors à ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités qui sont au nombre de 3. Madame Ataher Salimatou Traoré, chef de projet protection à la Fondation Terre des Hommes. Ibrahim Alassane Sissé, chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Et Chaka Tcheblé Doumbia, qui est chercheur au Centre d'études et d'analyse politique et économique. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Premier volet de ce débat, première question, une question avant donc d'entrer dans les vifs du sujet. Qu'est-ce qui fait que les enfants sont si mobiles au Mali? Le thème de ce premier volet est donc les risques liés à la mobilité des enfants. La question donc s'adresse d'abord à madame. Qu'est-ce qui fait donc que les enfants sont si mobiles au Mali? Madame Ataher Salimatou Traoré. Ok. Bonsoir monsieur Fomba. Merci à Studio Tamani et bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir en tant que représentante de la Fondation Terre des Hommes pour parler d'une question cruciale, d'une question si importante par rapport à la mobilité des enfants. D'abord, avant de donner vraiment les quelconques raisons qui font que les enfants sont mobiles au Mali, j'aimerais bien donner une définition de la mobilité. Allez-y. Qui se rapporte sur les déplacements des enfants entre les différents espaces géographiques et sociaux, ainsi que les expériences que ces enfants-là vivent au cours de leur mouvement. Ces enfants, ils prennent l'initiative de partir dans certains cas, ils sont poussés à bouger. Et toutes les expériences que ces enfants-là vivent pendant leur déplacement et entre les différents espaces font que nous parlons de mobilité plutôt que de la migration. Et parler de la mobilité, c'est vraiment une réalité endémique de chez nous au Mali et bien sûr en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement au Mali. Et il y a beaucoup de raisons qui font que ces enfants-là bougent. D'abord, socialement, il y a les enfants qui veulent grandir. Individuellement, également, les enfants veulent aller à la quête des mieux-être. Économiquement, ils veulent gagner quelque chose. Les enfants, ils prennent l'initiative de partir parce qu'ils veulent gagner économiquement. Ils veulent également sortir d'une situation difficile dans certains cas. Je peux juste prendre l'exemple du nord du Mali. Il y a eu beaucoup de déplacements des enfants pendant notre crise. Et ces enfants-là, ils quittent une situation difficile qu'ils vivent dans leur localité. Donc, pour dire que la mobilité des enfants, c'est non seulement pour des raisons économiques, des raisons sociales, c'est également pour quitter une raison difficile et ça rime bien sûr avec opportunité et risque. Alors, la mobilité des enfants, une réalité endémique, vous dites madame, c'est aussi votre avis. Je pose donc la question à Ibrahim Alassane Sissé, qui est le chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Bien, merci M. Fofana. Merci et bonsoir pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment-ci. Je voudrais dire qu'effectivement que la mobilité des enfants aujourd'hui au Mali est une réalité. Car on sait que le déplacement même au Mali est culturel. Et au regard de cela maintenant, on sait que les déplacements, c'est des déplacements au cours desquels les enfants font des changements économiques et des changements sociaux. Et pendant ce temps-là, ils acquièrent une certaine connaissance, ils acquièrent une certaine expérience et ils sont aussi victimes, voire jusqu'à aller à la traite.
Donc ils sont aussi victimes de traite pendant ce déplacement lorsque cela n'est pas encadré. Alors, nous pensons aussi que les raisons effectivement sont économiques, elles sont sociales, elles sont culturelles, entre autres. Chaka Tchebledoumbia du Centre d'études et d'analyse politique et économique. Oui, merci beaucoup Fomba. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos auditeurs. J'aborde également dans le même sens que, que mes prédécesseurs, parce que quand vous regardez notre société, il y a un phénomène, c'est-à-dire que je vais essayer d'aborder le problème principalement sur ces trois plans, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. On ne peut pas aborder dans ce cadre-là. Sur le plan économique, vous avez toute une série de conventions qui dit que les enfants ne doivent pas être l'objet, n'est-ce pas, l'objet des fins économiques. Mais ce qui se passe sur le terrain, ce n'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, notre société est telle qu'on n'attend pas à ce qu'on ait l'âge majeur pour qu'on puisse sortir et aller chercher quelque chose pour sa famille. Et donc, sur le plan culturel, M. Cissé vient de le dire tout à l'heure, notre société, il en va ainsi, c'est la culture malienne. La mobilité, le déplacement, c'est de notre culture. Et donc, que vous ayez atteint l'âge adulte ou pas, quand vous parvenez à atteindre un certain niveau, alors l'envie d'aller chercher quelque chose, et pour la famille et pour vous-même, s'impose, ce qui explique à peu près ces déplacements-là. Alors, la mobilité, c'est une réalité. Cette mobilité des enfants ne nécessite-t-elle pas de mesures d'accompagnement? Nous posons la question à Mme Ataher Salimatou Traoré. Très bonne question, hein? La mobilité des enfants ne nécessite-t-elle pas un accompagnement? Bien sûr, la mobilité a besoin d'un accompagnement. Tout de suite, quand M. Cissé parlait des risques, il a bien pris le soin d'ajouter que la mobilité engendre des risques si elle n'est pas protégée. Et si elle n'est pas encadrée, je pense que c'est vraiment très important d'insister sur ça. La mobilité en soi n'est pas une difficulté, mais le fait que les enfants soient vraiment enclins à des risques, à des difficultés au regard de leur vulnérabilité, c'est ça qui rend vraiment la mobilité soit dangereuse ou pas. Et bien sûr, elle a besoin d'être accompagnée. Et cet accompagnement, d'abord, c'est de se mettre dans une approche mobilité. Se mettre dans une approche mobilité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie de comprendre d'abord le pourquoi de la mobilité des enfants. Pourquoi les enfants ils vont en migration? Pourquoi les enfants ils se déplacent? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces enfants-là puissent vraiment, pour minimiser les risques, pour minimiser la vulnérabilité de ces enfants lorsqu'ils se déplacent? Comment nous pouvons les accompagner? Et comment cet accompagnement puisse se faire si déjà nous n'adoptons pas la posture vraiment de l'approche mobilité qui nous amène déjà à penser que toutes les mobilités des enfants ne sont pas forcément toute la mobilité des enfants ne sont pas forcément de la traite. Il y a des enfants qui prennent l'initiative de partir et ils ont besoin d'être accompagnés. Et cet accompagnement, nous ne pouvons pas le faire de façon isolée. Il faut vraiment le développement d'une synergie entre l'ensemble des acteurs, à commencer par l'enfant lui-même, qui est un acteur important de sa propre protection, de sa communauté, parce que c'est vraiment utopique de penser qu'on peut protéger un enfant sans sa communauté, des organisations qui sont là, des associations et aussi bien sûr de l'État. Il faut que nous renforçons tous ces niveaux et qu'il puisse avoir une articulation entre ces différents niveaux pour qu'on puisse vraiment parler réellement d'un accompagnement des enfants. Ils doivent accéder à des dispositifs de protection partout où ils sont, que ce soit au niveau des pays ou au niveau transnational. Ibrahima Alassane Cissé, vous qui êtes le chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Bien, moi je crois qu'effectivement, quand on parle de mobilité, il faut aujourd'hui penser à l'encadrement. C'est-à-dire que cette mobilité, comme on l'a dit, elle doit être effectivement encadrée. Et maintenant, les mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que socialement, les populations s'impliquent. Et il faudrait aussi que les institutions de l'État et ses partenaires aussi s'impliquent. Il faudrait également une bonne coordination, comme elle l'a dit, Mme Ataher l'a dit, il faut une synergie de coordination entre tous les acteurs. C'est cela seulement qui pourrait en tout cas nous donner une solution souhaitable, lorsque cela est possible. Chaka Tchebledoumbia. Moi, je pense que bien sûr qu'il faut encadrer cette mobilité, mais la question qu'on se pose est de savoir pourquoi ces enfants-là
pratique cette mobilité. C'est-à-dire pourquoi il y a cette mobilité. Il y a certaines raisons qui sont recevables, d'autres par contre ne sont pas recevables. Si un enfant quitte chez soi pour des fonds économiques, parce que les parents n'ont pas les moyens, je crois que là, ça pose énormément de questions. C'est exposer sa propre vie aussi bien que la vie même de sa société. Donc, encadrer, oui, mais encadrer comment ? À quel niveau ? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Et je vois que Mme Ataer Salimatou Traoré veut réagir. Oui, en fait, tout de suite, lorsque on dit encadrer, oui, mais encadrer comment ? C'est important. Est-ce que l'encadrement voudrait dire, oui, nous, on va dire désormais, les enfants, vous ne partez pas ? Est-ce que l'encadrement voudrait dire, oui, aujourd'hui, nous mettons les gendarmes, les forces de l'ordre au niveau des frontières. Voilà, tout enfant que vous recevez désormais, vous les faites retourner systématiquement. Non. Ce que je dis dans mon intervention, j'ai bien dit que pour pouvoir vraiment encadrer, il faut d'abord que nous, on se met dans la posture d'une approche mobilité qui est différente de l'approche traite qui a été toujours utilisée par rapport au retour systématique des enfants, par rapport à un paquet standardisé qui existe, chaque enfant que nous trouvons. Voilà, nous avons un paquet et nous offrons ce paquet à cet enfant. Il faut que nous quittions vraiment cette posture-là, que nous nous mettons dans une dynamique d'adapter les réponses aux besoins des enfants, que nous nous mettons dans une dynamique d'offrir aux enfants, par exemple, au niveau des zones de départ, parce que qui parle de mobilité parle d'un départ, parle des transits, parle d'une destination et parle même d'un chemin de retour. Donc, il faut qu'on arrive à offrir à ces enfants, dans leur localité, des opportunités vraiment durables qui vont faire que les enfants, même si on ne peut pas lutter contre leur mobilité parce que c'est vraiment impensable, que nous puissions quand même retarder leur départ, qu'on puisse quand même avoir un certain âge auquel l'enfant pourra vraiment se déplacer. Par exemple, nous, dans notre législation, à partir de 15 ans, un enfant peut travailler. Alors, à partir de 15 ans, si un enfant peut travailler, c'est qu'à partir de 15 ans, un enfant doit pouvoir se déplacer. Mais est-ce que pour autant, on va laisser cet enfant se déplacer d'abord sans être accompagné? Est-ce qu'on va laisser cet enfant se déplacer sans pour autant accéder à des dispositifs de protection, que ce soit communautaire, formel, non formel, ou à des dispositifs de protection institutionnelle, je dis entre guillemets tout ce qui est étatique? Je dis non. Il faut que l'enfant, en tout lieu, en toutes circonstances, devant n'importe quelle situation, puisse vraiment avoir accès à ces services-là. C'est de là on se met vraiment dans la posture de quelqu'un qui comprend d'abord une approche mobilité, qui pense qui va vraiment apporter une solution adaptée à l'enfant plutôt qu'une solution individualisée qui serait là de façon standard. Donc, encadrer, oui, je suis d'accord avec vous. Comment encadrer? Voilà quelques réponses par rapport à ça. Ibrahima Alassane Sissé. Oui, moi je voudrais dire que nous avons dit au début qu'effectivement les raisons sont multiples. Donc, au regard de ces raisons-là, ça veut dire que l'enfant se déplacer même est un droit pour lui. Et au cours de ce déplacement, il faudrait lui assurer tous les droits dont il jouit et dont il a droit. Il faudrait lui préserver, lui assurer tous ces droits-là. Notamment, il a besoin de manger, il a besoin de santé, il a besoin d'éducation, il a besoin de sécurité, il a besoin de nourriture. Mais moi, je crois que tout cela, c'est ce que nous appelons encadrer. Ça veut dire qu'on ne peut pas limiter son déplacement en tant que tel, puisque c'est un droit pour lui d'aller voir aussi, d'aller acquérir de l'expérience. Mais effectivement, il faudrait que tout cela soit dans un ordre bien serré, bien orienté, pour qu'en tout cas, il puisse connaître un peu un lendemain meilleur sur son trajet. Merci. Studio Tamani, 18h30, dans 30 secondes, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La protection des enfants en période d'insécurité, c'est le sujet du débat de ce mardi. Nous avons abordé le premier volet il y a une quinzaine de minutes. Alors, nous continuons. Nous allons à présent nous intéresser à une catégorie d'enfants qu'on appelle quand même les enfants talibés. Les enfants talibés, c'est une réalité dans beaucoup de villes maliennes, particulièrement dans les régions du Nord. Alors, avec la situation d'insécurité que vit le pays aujourd'hui, ces enfants ne sont-ils pas particulièrement exposés? Chaka Tchepledoumia. Oui, sans doute, Monsieur Fomba. Dans la situation que nous vivons actuellement, ces enfants sont très bien exposés. Ils sont trop exposés. À tel enseigne qu'aujourd'hui, encore le débat revient sur la table. Le débat a déjà existé ici sur la table. Le débat encore revient. Dans certains pays, nous avons vu qu'ils ont pris des règles l'interdisant purement et simplement. Aujourd'hui, ici au Mali, c'est un phénomène qui est ancré dans notre culture. On pense même que c'est un phénomène qui est impérativement lié à la religion, que sans ça, il n'y a pas l'apprentissage des règles religieuses comme telles. Alors moi, je pense que non. Il faut revenir sur la question que l'État assume sa responsabilité, que l'État joue son rôle en formalisant. Nous l'avons eu à dire ici avec le spécialiste de la question sécuritaire, M. Corneille, je crois. Donc, l'État doit revenir en charge de prendre toutes les mesures nécessaires afin de formaliser les centres d'instruction coranique et d'interdire purement et simplement ce que ces enfants-là pratiquent, qu'on appelle les enfants talibés. Madame Atayer Salimatou Traoré. Ok. Très bonne question. La question des enfants talibés. D'abord, je n'aimerais vraiment pas, je ne sais pas si c'est abordé sur le plan religieux, mais je n'aimerais pas me limiter uniquement à la question de talibés liés vraiment à la religion, c'est-à-dire les enfants des écoles coraniques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles coraniques qui font la mendicité, mais on a également beaucoup d'autres enfants qui errent dans les rues, qui font de la mendicité. C'est ce qu'on appelle les enfants de la rue, Oui, généralement, oui. Les enfants de la rue, mais qui sont aussi exposés, plus qu'exposés et également. Donc, je pense que si on aborde dans ce sens enfants talibés des écoles coraniques, enfants des mendiants, enfants voilà, qui mendient dans la rue ou d'autres enfants de la rue, je pense que ça ira beaucoup mieux. Exposés, oui. Il l'a dit, chacun vient de le dire. Ces enfants, ils sont plus qu'exposés. Parce que lorsqu'ils quittent leur localité, que ce soit avec, accompagné de quelqu'un ou pas, ces enfants, généralement, c'est pour apprendre quelque chose ou c'est pour avoir quelque chose de façon, économiquement. Donc, ils sont vraiment la proie facile. Ils peuvent être récupérés, enrôlés par les groupes terroristes partout où ils sont. Et je dirais même d'ailleurs que ces enfants, ils se déplacent entre les différents pays. Et le fait que nous ayons vraiment des frontières poreuses, l'immensité de nos frontières par rapport à la longueur et puis la vastitude de nos États, font que ces enfants-là, ils sont vraiment récupérables facilement parce qu'ils passent par plusieurs chemins pour accéder à leur destination, que ce soit avec un accompagnement ou pas. Donc, ils peuvent être récupérés partout où ils passent très facilement par les groupes terroristes, étant donné d'abord par rapport à leur âge, ils sont fragiles, et par rapport à leurs projets de mobilité, qui sont généralement la recherche des mieux-être. Ils peuvent être facilement endoctrinés par ces gens pour les accompagner. Ibrahima Alassane Cissé, ou d'abord nous allons écouter la réaction de Chaka Tchepledoumia. J'aimerais essayer. Madame a très bien raison de dire qu'aujourd'hui, tous ces enfants talibés, sinon tous ces enfants-là aujourd'hui qui pratiquent la mendicité ne sont pas des enfants talibés. C'est clair, c'est vrai. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, même des mamans qui portent des jumeaux sur leur dos, ils le font sous la couverture de la religion. Et donc, ça n'honore personne. Mais on peut ne pas admettre cette réalité. Que ceux-là qui sont dans la pratique le fassent au nom de la religion ou pas, c'est que la couverture est là, c'est qu'ils disent que c'est vraiment au nom de la religion. Ce sont des enfants talibés. On connaît bien d'enfants qui quittent chez eux, ils disent qu'ils partent
apprendre leur petit métier, mais à la limite, ils se trouvent dans la rue en train de faire la mendicité. Mais toute la couverture de ça, parce que c'est notre société, j'ai commencé par ça, c'est comme si ça faisait partie de notre pratique, de notre culture, et que nous avons du mal à nous détacher. Alors, à présent, nous allons donner la parole à Ibrahima Alassane Sissé, qui est le chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Bien, merci. Moi, je dis qu'effectivement, comme Mme Ataher l'a dit, il ne faut pas trop centraliser sur la question des enfants talibés, mais il faudrait plutôt voir les enfants presque tous victimes, en tout cas selon les vulnérabilités qui existent. Effectivement, ces enfants mendiants, quand vous voyez, en réalité, c'est une culture, mais c'est la façon dont cela se pratique. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ces enfants, ils sont exposés, énormément exposés, parce que pendant la crise, tous les enfants que nous avons presque reçus, en majorité, c'est des enfants associés aux forces des groupes armés. On connaît leurs catégories socio-professionnelles, pour vous dire qu'ils sont vraiment exposés. Et en ces termes-là, il faut dire aujourd'hui que moi, je crois que les enfants viennent chez les gens pour apprendre. Mais il se trouve que les enfants passent plus de temps dans la rue que dans le temps d'apprentissage. Et je crois que vraiment, il faut aller vers un enseignement, j'ai toujours appelé, j'ai dit un enseignement fixe, je ne sais pas, formalisé. Il faut formaliser ces écoles-là, ça c'est un. Mais aussi, on peut apprendre effectivement, quand le maître veut se déplacer, l'enfant peut rester chez ses parents et apprendre encore avec d'autres. Pour que toujours, c'est des façons de mettre des garde-fous pour qu'ils ne soient pas exposés. Mais effectivement, il y en a qui font très bien la chose, par contre, d'autres aussi transforment ça autrement. Donc, c'est pour dire que vraiment, les enfants en tant que tels, toutes les catégories confondues sont exposées. Ce n'est pas seulement les enfants mendiants, il y a les enfants qui sont séparés des parents lors de la crise, il y a les enfants qui sont associés aux forces des groupes armés, il y a les enfants qui sont abandonnés, il y a les enfants qui sont des enfants de la rue, il y a les enfants violés, des enfants de mariage forcé, etc. Donc tout ça, c'est des vulnérabilités qui sont nées à partir de la crise que nous avons connue au Mali. Alors, nous sommes retrouvés d'ailleurs dans le second volet de ce débat. Alors on a vu dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest des cas où des enfants ont été utilisés par des extrémistes pour participer à ce qu'ils appellent les djihad. N'écoutons pas de risques à ce niveau au Mali. Et Mme Ataher Salimatou Traoré. Oui, bien sûr que le Mali, d'abord, n'est pas isolé. On sait déjà que, voilà, il existe déjà ces phénomènes-là chez nous. Donc, on ne peut pas vraiment continuer de façon isolée et dire qu'on n'est pas, ça ne nous concerne pas. Je pense que cette expression n'est plus à la malienne. C'est la question, ça nous concerne tous et nous courons vraiment le risque. Maintenant, courir le risque, c'est un point, mais comment répondre à ça, c'est un autre. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mette vraiment à l'idée que voilà, nous courons le risque que nos enfants soient utilisés par les djihadistes pour faire le djihad et que désormais, nous, on se met ou on réfléchisse à des règles pour endurcir les déplacements des enfants. D'ailleurs, on ne pourra pas empêcher les enfants de partir. Mais il faudra qu'on puisse vraiment réfléchir à comment nous pouvons vraiment mieux protéger nos enfants. Tout en gardant à l'idée que nous ne pouvons pas les empêcher de se déplacer, mais comment nous pouvons vraiment les protéger dans le sens qu'ils puissent vraiment se protéger d'abord contre ces gens-là. Mais justement, madame, c'est là toute la question. Et c'est là toute la question. Et dans le cadre de nos activités, par exemple à Terre des Hommes, pour le moment, on ne s'attaque pas de façon spécifique sur la question, mais c'est abordé dans le cadre des activités. Parce que l'approche mobilité dont je parlais ou l'approche accompagnement protecteur des enfants, lorsqu'on se met dans cette approche, il faut d'abord travailler sur l'enfant lui-même qui est un acteur. On n'est pas partout, mais on doit pouvoir capaciter les enfants à ce qu'ils puissent, par exemple, connaître d'abord qu'est-ce qu'un djihadiste, un terroriste,
comment ces gens-là puissent vraiment les aborder, je n'ai pas une recette toute faite que nous pouvons vraiment leur donner, mais c'est de la sensibilisation, c'est de la formation à l'endroit de ces enfants. Mais en plus de ce renforcement de ces enfants, il faut une forte implication et responsabilisation des communautés. On ne peut vraiment pas avancer sans pour autant renforcer cet état de fait. Les enfants, ils vivent dans des communautés. Les enfants, lorsqu'ils sont abordés, des fois, c'est dans les communautés. Donc, il faut vraiment un accompagnement de cette communauté-là. Et bien sûr, avec l'accompagnement ou le renforcement de tout le système. Parce que l'enfant, il est là, sa communauté est là, mais l'État aussi est là. Et les dispositions doivent être prises à ce niveau. Que ça soit sur le plan législatif, mais des textes vraiment qui s'articulent bien avec nos réalités, qui s'articulent bien avec la pensée ou les valeurs communautaires ou culturelles que nous avons, et aussi, bien sûr, une articulation qui peut être faite entre tous ces acteurs. Donc, le risque est là, mais comment vraiment minimiser ce risque par rapport à ces enfants? C'est là toute la question et il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, à commencer par l'enfant. Vous savez, M. Fomba, quand vous regardez, aujourd'hui, je ne parlerai pas des termes qu'on entend, le djihadisme, islamisme, non. C'est que nous sommes dans une situation de guerre, c'est vrai, nous sommes dans une autre forme de guerre qu'il faut mettre l'accent, sur laquelle il faut mettre l'accent. Quand vous prenez la guerre au Congo, au Rwanda, au Libre, je ne sais pas, il y a eu toujours des enfants qui ont été utilisés comme des boucliers humains. Les enfants soldats, on les a entendus parler. Il y a un tas de conventions qui existent déjà sur l'encadrement, sur la protection de ces enfants et des femmes pendant les conflits armés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans le cadre d'une guerre conventionnelle, d'une guerre classique que nous connaissons. Or, avec le terrorisme, ce n'est pas le cas. C'est une nouvelle forme de guerre. Il s'en fout des règles que vous avez édictées pour protéger les enfants ou pour protéger les femmes. Donc maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous devons faire nous-mêmes pour protéger nos enfants contre ces terroristes-là? Parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, parce qu'ils se moquent entièrement des règles que nous avons établies pour la protection de nos enfants. Alors, à mon avis, la solution, d'abord, il faut pointer du doigt la responsabilité des parents. Madame l'a dit, on ne peut pas empêcher les enfants de se déplacer. Mais d'abord, les parents, les enfants, ils sont sous d'abord la responsabilité première de leurs parents. Et l'accent doit être d'abord mis sur ça. Et par la suite, ça va être la responsabilité de l'État. C'est comme ça que les choses doivent être organisées à ma façon de voir. J'ai une triste pensée pour ces filles qui ont été enlevées au Nigeria. Et donc, que Dieu nous en préserve que cela n'arrive pas au Mali. Mais de toutes les façons, il faut prévenir, il faut prendre des dispositions en avance, il faut anticiper. Ibrahim Alassane Cissé. Bien, merci. Moi, je crois que, en tout cas, de ce que je sais aujourd'hui de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers la Direction nationale, a élaboré une politique nationale de protection de l'enfant et a sorti d'un plan quinquennal 2015-2019. Et toutes les vulnérabilités qui sont nées de la crise sont prises en compte dans cette politique-là. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que l'État, effectivement, aussi, a ratifié des conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et encore, l'État aussi a adopté certains textes nationaux, tels que le Code de protection de l'enfant, tels que aujourd'hui plusieurs arrêtés et décrets qui sont pris pour, en tout cas, essayer de protéger l'enfant. Donc moi, je crois que l'État et ses partenaires sont en train de faire quelque chose. Mais comme on l'a dit, il faut effectivement l'implication, en tout cas rigoureuse, des populations dans cette lutte-là. Monsieur Cissé, vous avez cité tout un tas de textes, mais les textes ont-ils un sens lorsqu'ils ne sont pas appliqués? Oui, sincèrement, il faut une application. Sincèrement, quelle que soit la beauté d'un texte, quel que soit son bon contenu, il faut une application. Tant qu'il n'y a pas une application, ce texte n'a pas de sens. Et je crois qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il faut que notre État, en tout cas, prenne les moyens pour appliquer les textes. Parce qu'il est dit à quelque part dans ce texte-là qu'il est formellement interdit l'association de ces enfants-là. Mais donc, si effectivement c'est un temps de guerre, l'État n'a pas le choix, les populations n'ont pas le choix. Mais lorsqu'on est actuellement aujourd'hui en post-crise, il faut penser à l'application de ces textes-là.
Madame Ataher Salimatou Traoré, en 2 mots avant la deuxième pause. Oui, il faut l'application des textes comme Monsieur Sissé vient de le dire, mais il faut aussi une adaptation de ces textes. Parce que pour que les textes soient respectés, il faut que les textes soient bien compris, il faut que les textes soient, que les populations s'approprient de ces textes-là. Tant qu'il n'y a pas cette appropriation, cette compréhension, ça sera très difficile. Donc, je pense qu'on doit également voir ce niveau, adapter nos textes à nos valeurs, à nos réalités pour pouvoir mieux les appliquer. Nous allons observer la deuxième pause, ensuite poursuivre le débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, les textes qui vont dans le sens de la protection des enfants, on en parlait tout à l'heure. Le Mali est un pays qui semble quand même bien aimer signer, ratifier les textes. Mais qu'en est-il de l'application de ces textes? La question est posée à Chaka Tcheblé Doumbia. Vous savez que puisque nous sommes dans ce cadre-là, sinon du point de vue juridique, le Mali est quand même en avance sur beaucoup de plans. Mais toute la question, c'est l'effectivité de ces normes qui ont été édictées. Et si c'est avec d'autres États, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'application va être encore beaucoup plus facile. Mais si ces textes doivent être appliqués contre les terroristes dans une guerre terroriste, c'est extrêmement difficile, il faut mettre l'accent sur ça. Et quand vous prenez la question du droit international humanitaire qui englobe toutes ces questions, de facto, l'accent est particulièrement mis sur ça dans la nouvelle réforme de l'armée. L'accent est mis beaucoup sur le droit international humanitaire qui tient en compte ce volet-là. Et chaque jour, nous le voyons à la télé, vous et moi, nos soldats qui participent à des formations de ce genre. Mais ça reste dans les cadres conventionnels, dans les cadres légaux. Avec les terroristes, nous ne sommes pas dans un cadre légal. Et donc, la réponse à ces terroristes, ce n'est pas vraiment de dicter vos règles. Vos règles sont bonnes pour vous, pour eux, c'est vraiment d'autres règles. Les textes, on en parlera bientôt. Alors, nous avons parlé du terrain religieux, la pauvreté à présent. La pauvreté, est-ce qu'elle aussi n'expose pas les enfants? Je pose la question à Madame Ataher Salimatou Traoré. Bien sûr, en fait, lorsqu'on parlait des raisons de mobilité, on a vraiment dit que les enfants ils se déplacent aussi pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, des raisons culturelles. La pauvreté joue un rôle assez important dans la mobilité des enfants. Lorsque nous voyons vraiment tous ces enfants ou tous ces jeunes qui meurent dans l'océan tous les jours, c'est vraiment pour aller chercher le mieux-être. C'est parce que, dans un sens, ça ne va pas chez eux. Sinon, ils ne prendront pas vraiment tout ce risque-là pour aller voir l'Eldorado, comme on le pense. Et aussi, au niveau interne, lorsque les enfants ils se déplacent d'un village pour la ville, c'est pour gagner quelque chose. C'est pour pouvoir vraiment, renforcer leur capacité économique et renforcer aussi leur sociabilité, leur rang au niveau social. Donc, la pauvreté joue un rôle. Et pour pouvoir vraiment faire quelque chose par rapport à ça, difficile pour nous de dire on peut lutter contre la pauvreté, même si on a un plan, on a un plan de lutte contre la pauvreté, mais on peut quand même offrir des opportunités à ces enfants dans leur localité pour qu'ils puissent vraiment retarder leur départ. Je ne dirais pas qu'ils puissent ne plus partir, mais qu'ils puissent au moins retarder leur départ, qu'ils puissent avoir l'âge de partir. Voilà. Alors, je pense que si on résume les propos de Madame, on a l'impression que pour mieux garantir les enfants, donner une chance aux enfants, il faut faire de la lutte contre la pauvreté une réalité et cesser de faire cette lutte sur papier seulement, Monsieur Sissé. Oui, indéniablement, la pauvreté joue un rôle important dans la mobilité de ces enfants-là. Et même l'association des enfants aux groupes de forces armées, c'est effectivement un point important à leur association. Parce que quand quelqu'un vient vous dire, vous n'avez rien à faire, vous êtes là, vous mendiez tous les jours pour avoir 500 francs ou bien 1000 francs, on vient vous dire, vous venez avec nous, vous avez 150 000 francs, 200 000 francs, mais il va partir. Parce qu'il va dire qu'il a, par là j'ai un lendemain meilleur. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui également, l'État aussi et ses partenaires ont sur la table effectivement d'élaborer et de mettre en œuvre davantage
des projets de développement pour assurer le bien-être des populations. J'ai l'impression que M. Doumbia avait réagi. Oui, moi je trouve que oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame quand elle préconise l'aspect économique. Moi je me dis que les raisons économiques, ce sont des raisons qui sont ce sont des raisons qui font partie de la mobilité, mais qui, à mon avis, ne sont pas recevables. Parce que le premier droit d'un enfant, c'est vraiment le droit à l'éducation. Il faut faire tout pour que l'enfant puisse suivre cette éducation-là. C'est le premier droit de l'enfant. Mais quand les parents n'ont rien, quand la famille est telle qu'il faut que l'enfant se sacrifie pour que la famille puisse survivre, en réalité, on est contraint de regarder. Donc, des mesures tendant à retenir les enfants sur place afin qu'ils puissent se débrouiller, parfaitement d'accord, mais encore faudrait-il vraiment, comme vous l'avez très bien dit, mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté de façon efficace. Ok. Allez-y, madame, allez-y. Voilà, en fait, ce sont des raisons qui ne sont pas recevables. Je pense qu'on peut vraiment mettre ça dans deux cadres différents. Oui, quand je parle d'offrir des opportunités aux enfants dans leur localité, l'éducation fait partie. J'ai dit, mais j'ai insisté sur retarder leur mobilité. Parce que quoi qu'on fasse, même si on a des opportunités au niveau des localités, il y a des enfants qui vont partir. Parce que comme vous l'avez dit, il y a plusieurs raisons qui font qu'ils bougent. Donc, on doit leur offrir ces opportunités parmi lesquelles il y a l'éducation et c'est ça même qui fait partie, par exemple, du dispositif d'accompagnement protecteur qui permet d'offrir aux enfants des services au niveau de leur localité, bien sûr avec une relation entre l'ensemble des droits lorsqu'on se met dans une approche systémique, qu'on puisse vraiment, en mettant ces dispositifs ou en mettant les textes avec tout le renforcement qu'il faut faire, qu'il puisse avoir une relation entre tous les services plutôt pouvant offrir à l'enfant ou assurer à l'enfant un de ses droits, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. L'enfant doit être là et avant même qu'il y ait des difficultés, l'enfant doit accéder à tous les services pour que tous ses droits soient assurés parce qu'il y a une interrelation entre l'ensemble de ces droits. On ne le voit pas de façon séparée. Et dans nos activités au niveau de Terre des Hommes, comme je l'ai dit, on est dans une approche mobilité, on est dans une approche accompagnement protecteur des enfants qui suppose que, voilà, on protège les enfants au niveau des flux, on les protège également en tenant compte de leur aspect psychosocial, on les protège également en tenant compte de la communauté et bien sûr de l'aspect système. Voilà. Okay. Moi, je voudrais, je voudrais ajouter tout simplement que nous retenons effectivement que tous les droits des enfants sont interdépendants, ils sont égaux. Donc il n'y a pas de droit qui va mieux que l'autre. Pour nous, ils sont interdépendants, ils sont égaux. Alors, nous allons à présent aborder le troisième volet de ce débat, la législation face aux défis de protection des enfants. Et dites-nous à présent, quels sont selon vous les principaux défis en matière de protection des droits des enfants au Mali? Je pose la question à M. Chaka Tcheblé Doumbia. Alors, les principaux défis en matière de protection des droits des enfants au Mali, moi, j'essaie toujours d'aborder dans le sens de l'éducation toujours. Le premier défi aujourd'hui auquel nos enfants sont confrontés, c'est l'éducation. Il faut essayer de légiférer dans ce sens-là. Je ne dirais pas qu'il faut contraindre les enfants à rester jusqu'à un certain nombre d'âges, mais dans ce sens-là, il faut cibler. Et quand on a cette base-là, je suis parfaitement d'accord avec qu'il y a une interdépendance entre les différents droits. Mais lorsqu'on a la base, la suite, ça devient facile. Madame Ataher Salimazou Traoré. Oui, je ne vais pas répéter ce que M. Cissé Chaka vient de dire, excusez-moi. Je pense qu'au niveau de la protection de l'enfance, je vais vraiment parler du système, de notre système même de protection de l'enfance. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent au niveau du Mali sur la protection de l'enfant. Lorsque nous faisons plutôt la cartographie des acteurs, on verra qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se disent vraiment organisations travaillant dans le domaine de la protection de l'enfance. Et pourtant, nos enfants, ils continuent à être victimes de traite, de maltraitance, d'abus. Et pourtant, nos enfants, ils continuent vraiment à errer dans les rues. Et nos enfants, ils continuent à être victimes de toutes sortes de violences. Alors, qu'est-ce que nous devons vraiment faire pour que
tout cela s'arrête. Sans pour autant avoir la recette toute faite. Je pense qu'on a vraiment d'abord on a un besoin de coordination des acteurs. C'est cette coordination qui peut nous permettre vraiment de mettre des réseaux, par exemple, en place, des réseaux que ce soit au niveau communautaire, des réseaux que ce soit au niveau national, pour qu'un enfant, partout où il se trouve, qui puisse vraiment accéder à des organisations, accéder à ces services qui vont répondre à ses besoins. Il faut que ces réseaux parvers ou ces organisations ne travaillent pas de façon isolée, qu'ils puissent avoir une synergie entre le niveau formel et le niveau informel. Informel entre guillemets, parce qu'on va parler du niveau communautaire tout le temps comme le niveau informel. Donc je pense que ce défi, il est là. Aujourd'hui, par rapport à la coordination au Mali, on ne sait pas exactement combien on met dans la protection. Lorsqu'un enfant a des difficultés, on a tous les problèmes pour le prendre en charge parce que voilà, les organisations n'ont pas de fonds ou l'enfant, les parents ne savent pas à qui s'adresser. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, j'interpelle vraiment l'État. Vous voulez dire qu'il y a un peu de confusion? Il y a un peu de confusion parce que chacun travaille de façon isolée. Ce n'est pas aussi organisé que ça. Nous, dans notre mandat au niveau de Terre des Hommes, on s'est vraiment assigné à travailler avec l'État, avec nos organisations partenaires, à pouvoir vraiment mener quelque chose dans ce sens parce qu'il y a une coordination qui manque au Mali. Oui, c'est vrai que c'est une réalité. Et c'est cette non-coordination même qui fait qu'on n'a pas un système d'information fiable qui peut vraiment nous offrir des statistiques bien coordonnées au niveau de la protection. L'éducation peut dire aujourd'hui, nous avons tellement d'enfants, mais la protection, je parle sous le contrôle de M. Cissé, je suis sûr qu'il ne va pas me contredire, mais la protection difficilement pourra dire, voilà le nombre d'enfants que nous avons pris en charge dans tel ou tel domaine. Parce que le système d'information n'est pas aussi fiable. Je pense que ça fait partie des défis de la protection au niveau vraiment du Mali. Je laisse les autres continuer. Oui, Chaka Tcheblé Juste Doumbia. une question à madame. C'est-à-dire, quand on parle des défis sur lesquels il faut légiférer, moi je me dis, est-ce que les problèmes qu'elle vient de soulever tout à l'heure ne relèvent pas d'abord, c'est-à-dire ne demandent pas une solution entre vous, acteurs qui interviennent dans ce domaine? Je ne suis Madame. pas sûre que la question, c'était les défis sur lesquels il faut légiférer. Oui. La question, c'était par rapport aux défis de la protection de l'enfance qui existent. Vous avez parlé, par exemple, du problème d'éducation. Moi, je vais parler du problème de violence physique. Je vais parler du problème les nouvelles problématiques liées à la crise, comme les enfants enrôlés, les enfants victimes de restes dangers explosifs de guerre, les enfants avec des problèmes psychosociaux. Je peux parler de tout ça. Mais en dehors de toutes ces problématiques, que ce soit les problématiques anciennes exacerbées par la crise, que ce soit les nouvelles problématiques liées à la crise, il y a un autre grand défi dont je parlais par rapport à la coordination des acteurs. Qui est vraiment très important et qui peut vraiment nous aider à renforcer notre système de protection au niveau de l'État. Parce que pour que le système soit vraiment là, il faut d'abord que le service existe. Et le service peut exister, mais sans la coordination, les enfants, ils ne pourront rien faire. Et il faut que ces services-là soient vraiment, que la population puisse bien s'approprier de ces éléments. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé non seulement de la disponibilité qui est très importante, et aussi la coordination qui est importante et une interrelation entre les différents réseaux. Alors, le dernier mot va donc revenir à Ibrahima Alassane, si c'est le chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Bien, moi je voudrais dire que il y a effectivement un problème de coordination, je suis d'accord. Mais je dis qu'on peut aussi relever que c'est plutôt une insuffisance. Sinon, il y a des prémices de coordination qui existent. Aujourd'hui, quand on prend le cluster protection enfants, il y a un certain nombre de partenaires qui alimentent cette coordination-là, ce cadre de concertation-là. Mais également, je suis d'accord avec elle aussi qu'effectivement, il y a des insuffisances. Et ces insuffisances-là, on va continuer à les relever et à les renforcer pour qu'au moins on puisse trouver encore un lendemain meilleur toujours pour les enfants.
Mais il faut dire aussi qu'au niveau de cette en plus de la coordination, il y a aussi l'implication réelle des populations qu'il faut. Je crois qu'il faut que ces populations aujourd'hui, qu'on puisse mettre les mécanismes traditionnels qui existent de protection de l'enfant au niveau de ces populations, qu'on puisse les mettre en veille et les mettre même en action. Tous les trois invités sont certainement d'accord. Le débat reste ouvert. Nous aurons l'occasion donc de revenir sur cette question combien importante. Pour l'instant, c'est la fin de cette émission. Nos invités, je rappelle, étaient au nombre 3. Madame Ataher Salimatou Traoré, chef de projet protection de la Fondation Terre des Hommes. Ibrahim Alassane Sissé, chef de la section législation à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, et Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'études et d'analyse politique et économique. À mise en onde, Péting Diara, régie vidéo, nous avons tiré réalisation Ayouba So. À la présentation, il y avait Seydou Famba. On se retrouve demain. Le grand dialogue. Sikika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Biro. Halud Mauni. Chaîne Biro. Sikika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.